Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Le 27 avril 2023, c'est le jour où elle est entrée dans l'histoire de la course au large. Attention, l'histoire avec un grand H. Un H aussi majuscule que son exploit. En ce début de printemps, elle a remporté la Golden Globe Race, le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale, sans assistance, sans communication et sans aucun moyen de la technologie moderne. Un tour du monde à l'ancienne, avec sextant et carte marine. Un tour du monde seul, pendant 235 jours, presque 8 mois, plus qu'une demi-année. On dit que c'est une course impitoyable. Remarquez, être seule, ça n'a pas l'air de lui faire peur. Avant le bateau et le globe, elle avait déjà parcouru 15 000 kilomètres entre Berlin et le Cap, seule, en vélo. Une aventure faite de rencontres en Europe et en Afrique, faite d'une meilleure compréhension de ce qui l'entoure. Elle a aussi participé à des expéditions en Antarctique pour le National Geographic et la BBC. Des films impressionnants et éclairants sur la réalité à laquelle la nature doit faire face. Ses longs cheveux blonds et frisés sont visiblement bien mieux sous un bonnet. Et puis voilà, en septembre 2022, ils étaient 16 au départ des Sables d'Olonne, 3 à l'arrivée. Et le 27 avril, cette Africaine du Sud est devenue la première femme à remporter un tour du monde par les 3 caps, Bonne-Espérance, Lewin et Horn. D'ailleurs, le 27 avril, en Afrique du Sud, c'est le Mandela Day, le jour de la liberté. Tout un symbole. Une victoire incroyable à bord de son bateau de 11 mètres, baptisé Minea. Ça veut dire eau qui rit, ou plutôt chute d'eau en Sioux du Dakota. Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique du Sud, c'est chez elle, son pays, son endroit, là où elle a appris à faire de la voile. Jean-Luc Vandened a salué cette grande championne de la course au large, au mental, forcément très fort, et nous, on a hâte d'en savoir plus. Kirsten Nussschaffer est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Kirsten, comment allez-vous ? Comment vas-tu, pardon ? Je vais très bien, merci Hélène. Comment vas-tu? Très bien. Dis-moi, t'es en Afrique du Sud, alors on n'a pas de décalage horaire, il est très tôt, on a chacune notre petit café, j'imagine. Ça ressemble à quoi autour de toi, là ? C'est un jour ensoleillé. Il fait beau, il fait chaud. Les jours commencent à être longs parce que on se rapproche de l'été. Donc un peu l'inverse de chez vous là. Je vais commencer avec ma première question rituelle, Kirsten. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi comme ça ? Je dirais aujourd'hui, c'est possible, c'est faisable, on a le droit d'y être.
et je crois que peut-être même un peu plus encore dans la course que dans les autres carrières, par exemple, de skipper un bateau, de convoyage ou de charter. Ouais, je sais pas, mais si on veut, on peut y être. Comment est-ce que tu vas depuis ce fameux 27 avril? Ça a été un temps assez, euh, comment dire, j'étais très occupée depuis ce temps-là. Ça fait 2 jours que je suis rentrée en Afrique du Sud. Oui, je m'y attendais pas qu'il y aura eu autant d'intérêt du public et des médias, etc. Et justement, je lisais que le 27 avril, on l'a dit dans l'introduction, c'est quand même une date drôlement symbolique en Afrique du Sud et pour la Sud-Africaine que tu es, puisque c'est le Mandela Day, c'est le jour de la liberté. C'est quand même un sacré symbole d'être arrivé ce jour-là. Oui, oui, c'est un sacré symbole et en fait, je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là. Quand je suis arrivée, déjà, je savais pas que j'allais gagner et j'avais pas pensé à ça. Mais quand on m'avait dit ça, c'était un moment vraiment d'émotion. Et je me sentais très fière de pouvoir montrer le drapeau sud-africain dans ce moment-là, vraiment. Et d'ailleurs, tu dis, rapport à cette date-là, hein, qui est très forte évidemment dans l'histoire de ton pays, tu dis que personne ne m'a empêché de faire ce que je voulais. Ça aurait sans doute été plus difficile pour la génération de ta maman. Tu sens l'évolution? Oui, c'est sûr. Moi, je sens l'évolution euh, et je crois que c'est en train de devenir meilleur tout le temps. Donc, c'est en train de changer et s'améliorer, à mon avis. Kirsten, puisqu'on parlait de la génération de ta maman, justement, euh, ça ressemblait à quoi ton enfance en Afrique du Sud? T'étais dans quel environnement? T'as commencé la voile assez petite, je crois. Oui, assez petite, mais j'ai grandi à l'intérieur du pays. Donc, la première fois que j'ai fait un peu de voile, c'était sur un lac ou plutôt un réservoir, un énorme réservoir d'eau. Et j'ai commencé sur des petits dériveurs. Euh, oui, mais donc j'ai grandi à l'intérieur. C'était très joli autour de moi, l'environnement, mais c'était surtout une enfance où je passais beaucoup de temps en dehors pour faire la randonnée, le camping, etc. Est-ce que tu te rappelles des sensations que tu as eues justement quand tu étais sur ce bateau, ce que ça t'a procuré tout de suite? Ah, c'était une sensation de beaucoup de joie. Et en plus, il y avait beaucoup de vent. Donc, normalement, là, on ne devrait pas sortir sur les dériveurs. Mais j'ai sorti avec mon père et lui, il me rappelle toujours encore comment il était étonné, comment j'étais bien sur le bateau, le petit dériveur. En Afrique du Sud, il y avait beaucoup de jeunes filles, de petites filles qui faisaient du bateau ou t'étais déjà une exception? Comme je faisais pas régulièrement, c'était juste comme ça pour faire des petites sorties avec mon père ou peu importe. C'était pas comme je faisais des petites courses. Donc, je ne sais pas vraiment. Je crois que là, à ce moment-là, c'était juste des familles qui y allaient avec leurs enfants, peu importe si c'était des garçons ou des filles. Kirsten, en 2006, tu as 18 ans et tu vas décider de devenir professionnelle. Tu voulais faire quoi de ta vie? C'était quoi l'idée? J'étais pas exactement sûre. Quand j'étais encore à l'école, je voulais devenir vétérinaire. Mais après, j'avais pas plus trop envie de faire des longues études. D'abord, je voulais aller voyager et comme ça m'a plu de voyager, j'avais aussi ce rêve de naviguer. Et quand j'ai commencé, je savais pas vraiment comment ça allait continuer pour moi? Est-ce que j'allais devenir skipper de bateau de convoyage ou de charter? Je savais vraiment pas. Je me disais, je vais faire juste un pas après l'autre et voir où je vais arriver finalement.
Et qu'est-ce qui a été déterminant? Puisque pour que tu laisses ton idée de devenir vétérinaire ou ton idée de faire de longues études, ça a été quoi le moment déterminant? C'était même pas un moment, c'était quelque chose qui arrivait après un peu de temps parce que quand j'avais terminé le bac, j'ai quitté l'Afrique du Sud pour aller voyager. Donc d'abord je suis allé en Europe et après un peu Amérique du Nord. Après je suis rentré en Europe et j'ai fait toutes sortes de travaux. Déjà des travaux que j'aimais bien et qui me permettaient au moins de gagner un peu ou de vivre. Et c'est de cette façon que j'ai commencé à aimer de voyager, d'explorer. Et c'est comme ça que j'ai décidé qu'on peut aussi vivre différemment. On n'est pas forcément forcé ou obligé de faire des études. C'était quoi les travaux que tu aimais bien, comme tu dis? Euh, D'abord, un des travaux que j'ai fait, c'était de travailler dans les Alpes. Et comme ça, j'ai appris à skier ou à faire du ski. Mon autre travail, j'ai travaillé comme monitrice de voile sur des dériveurs, sur un camp pour les jeunes aux États-Unis. Mais un des travaux que j'ai beaucoup aimé, c'était de travailler avec des chiens de traîneau en Laponie. Donc, c'était toutes sortes de travaux différents. Même j'ai travaillé comme guide sur des longues randonnées à Svalbard. Et ça m'a plu, cette diversité de travaux et de travailler dans des coins différents du monde et de rencontrer des gens différents tout le temps. Ça m'a vraiment plu, cette façon de vivre. Tu nous racontes, je lisais dans tes biographies, puisque évidemment il y a plein de choses qui sont sorties sur toi maintenant, plein d'articles. Ces expéditions en Antarctique là pour National Geographic, Mm-hmm. c'était Oui, quoi ça? là, je travaillais comme skipper d'un bateau, un voilier en acier, qui était vraiment conçu pour aller dans les hautes latitudes, surtout Antarctique. Et donc là, on avait souvent des équipes de films de BBC ou de National Geographic pour aller en Géorgie du Sud ou la péninsule antarctique. Et c'était des super voyages parce que on avait des permissions d'aller dans les coins où c'est plutôt un peu difficile. Ouais. Parce que eux, parfois, on était dans les bases scientifiques où ils travaillaient même un peu avec les scientifiques pour filmer ce qu'ils voulaient filmer. Et comme ça, on arrivait aussi à voir des choses incroyables, comme des phoques léopards qui étaient en train de chasser des manchots, ou les albatros pendant qu'ils étaient en train de se reproduire. Oui, donc c'était des super moments et on allait dans les coins parfois un peu sauvages où c'était facile pour eux de filmer, mais c'était plutôt un peu difficile pour nous comme équipiers du bateau de gérer le bateau parce que c'était un bon coin pour les animaux, mais pas forcément pour les voiliers. Et pour les hommes, j'imagine. Oui. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'hommes et tu étais là encore un peu seule en tant que femme. Ça se passait bien? Oui, ça se passait bien et il y avait des équipiers, des équipières parfois là, mais pendant tout ce temps que l'entreprise de charter avait existé, ça faisait déjà 30 ans, j'étais la seule femme qui était embauchée comme skipper. Donc c'est vrai que dans l'industrie de la voile, c'est pas toujours évident d'avoir les mêmes opportunités de skipper un bateau. C'était pareil pour les bateaux de convoyage que je skippais pendant toutes ces années. Ça faisait 12 ans que je travaillais pour cette entreprise de convoyage-là. J'étais aussi la seule femme embauchée comme skipper. Et comment ça se fait pour toi? Tu dirais quoi en fait? C'est on fait moins confiance à une femme pour aller convoyer un bateau? Je sais pas. Peut-être comme c'est un milieu plutôt masculin, c'était plutôt leur habitude d'embaucher des hommes. Peut-être on faisait moins confiance. Moi, je me rappelle quand j'avais fait 2 convoyages avec un skipper comme, disons, first mate, Mhm. équipière donc. Et là, je me sentais
prête à convoyer un bateau comme skipper. Donc, j'ai dit à l'entreprise que là, j'aimerais faire un convoyage à skipper. Et eux, ils m'ont dit non, on n'a pas de convoyage pour toi comme skipper, mais tu peux continuer comme équipière. Et j'ai dit non, merci. Vous m'appelez quand vous avez un bateau pour moi comme skipper, sinon je m'intéresse pas du tout. Et j'ai été étonnée parce que 2 semaines plus tard, ils m'ont appelé, ils ont dit ils avaient besoin d'un skipper pour un bateau. Et pourquoi j'étais la seule? Peut-être c'était un peu de leur côté, mais c'était peut-être un peu aussi du côté des femmes parce que je connaissais quelques femmes qui avaient travaillé plusieurs fois déjà comme équipières, qui avaient leur papier, leur qualification, tout ça, mais ils osaient pas elles. Donc et c'est pas même leur faute parce que peut-être c'était leur place qu'ils avaient trouvé dans la société où elles ne se voyaient pas forcément comme des skippers, par exemple. Après, Non. c'est difficile à vraiment savoir pourquoi. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ton anecdote que tu leur as dit, bah non, je vais pas me contenter d'être juste équipière et qu'ils te rappellent 2 semaines plus tard. Quel caractère, déjà. Bon, alors, il y a autre chose qui est assez fascinant. Évidemment, on va parler de la Golden Globe Race parce que ça, c'est fascinant plus. J'aime beaucoup ton aventure en vélo aussi. Quelle idée à 22 ans d'aller pendant 1 an faire 15 000 kilomètres de vélo. Ça vient comment cette histoire? Ça, c'était justement après que j'avais déjà passé 4 ans à l'étranger, après que j'avais quitté l'Afrique du Sud. Et, et j'ai eu un super temps, mais à un moment ou un autre, j'ai décidé, c'est ça, j'ai envie de retourner chez moi en Afrique du Sud. Mais j'ai pas eu envie de juste prendre un avion, rentrer en Afrique du Sud, me retrouver en Afrique du Sud et de même plus savoir quoi faire, comment continuer au niveau de travail, etc. Et c'était un rêve d'enfance déjà de voir l'Afrique et de traverser l'Afrique. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, je veux faire la traversée de l'Afrique, mais les moyens que j'ai, ça me permet d'acheter un vélo. Pas un Land Rover, mais un vélo. Bon, t'avais un super vélo, j'imagine quand même. C'était un vélo qui m'a coûté à l'époque 200 euros. C'était vraiment un entry-level mountain bike. C'était rien de spécial, mais c'était neuf et c'était simple. Et ça encore, c'était important pour moi parce que j'avais pas beaucoup de connaissances mécaniques au niveau des vélos. Donc, je me suis dit, si c'est simple, il n'y avait pas des ressorts partout ici, des chocs, comment dire. Donc, j'ai acheté quelques outils et quelques pièces de rechange et je me suis lancée dans cette aventure. Et ça marchait assez bien parce qu'au niveau mécanique, c'est pas très compliqué non plus un vélo. Donc, ouais. Ça a été quoi cette aventure en vélo, Kirsten? Les rencontres, j'imagine que tu as dû faire plein de rencontres, tu as dû sortir différente déjà de cette aventure-là. Oui, c'est sûr, parce que j'ai rencontré des gens extrêmement accueillants et généreux, malgré qu'ils avaient presque rien. C'était je me suis retrouvée parmi des gens les plus pauvres. Euh, et oui, c'était très enrichissant. Ce qui était aussi intéressant, c'était que je savais que je ne pouvais pas forcément plus jamais faire contact avec ces gens après parce qu'ils n'avaient pas email, ils n'avaient même pas un portable, ils vivaient quelque part au milieu de la brousse. Et donc, c'était des rencontres fortes parce qu'on savait, OK, je vais connaître cette personne pendant 2 jours peut-être et après plus jamais revoir. Mais c'était des amitiés très fortes quand même. Tu as jamais eu peur? J'ai eu peur en Centrafrique quand j'ai eu paludisme parce que j'étais vraiment assez malade. Et c'était un moment où j'aurais préféré être chez moi, à la maison. Oui. Mais pas trop peur quand même parce que je savais quelque part quand même que ça allait passer et que j'allais continuer mon voyage parce que surtout je voulais pas quitter le voyage. Et après j'ai eu quelques moments un peu chaud, on peut dire, avec des militaires
ou avec la police, où ils voulaient de l'argent. Et une fois, j'étais dans une voiture à Kinshasa avec 4 policiers et ils voulaient prendre tout mon argent. Il m'avait dit que j'étais une espion. Donc, il y avait quelques moments un peu anxieux comme ça, mais je croyais jamais vraiment que les gens allaient me faire mal. Je savais qu'une fois qu'ils avaient trouvé un peu d'argent, ils allaient me laisser repartir. C'est quoi la solitude pour toi, Kirsten? Parce que là, c'est une première aventure en solitaire quand même s'il y a eu beaucoup de rencontres. Euh, c'est pas une expédition où tu t'es lancé avec des amis ou avec de la famille. Euh, la solitude, elle est quoi pour toi? Pour moi, déjà, même avant ça, j'aimais bien voyager en solitude parce que par rapport ou quand on voyage pour traverser des pays, je trouve, quand on est seul, on est beaucoup plus ouverte aux rencontres. On n'est pas avec quelqu'un d'autre ou dans un petit groupe d'amis où on parle toujours avec les autres de la groupe. Euh, et, euh, et j'aime ça parce que les gens osent plus s'approcher de toi pour causer avec toi, pour t'inviter peut-être à passer une nuit quelque part, pour manger avec eux. Donc, je trouve que culturellement, tu t'approches beaucoup plus des gens. Et après, au niveau de la nature, j'aime aussi, même si je suis complètement solitaire, je trouve que on n'est pas influencé par les pensées des autres avec lesquels on voyage. On voit des choses nettement et proprement de ses propres yeux. Kirsten, en termes d'aventure, en termes de solitude aussi, tu vas te lancer sans doute le plus gros défi d'aller participer à cette Golden Globe Race. Alors on le rappelle, on l'a dit dans l'introduction, c'est le tour du monde à la voile par les 3 caps, en solitaire, sans escale, sans assistance. Alors dit comme ça pourrait ressembler au Vendée Globe, sauf que là, il n'y a pas de communication et il n'y a pas tous les moyens modernes. On est vraiment dans un tour du monde à l'ancienne. Pourquoi tu te lances ce défi-là? C'était pour moi le plus grand challenge que je pouvais imaginer au niveau de la voile. Et j'avais vécu des années super dans ma carrière comme marin, mais je voulais encore dépasser ce que j'avais déjà vécu. Donc je voulais trouver un challenge plus grand. Et en plus, j'aimais beaucoup le fait qu'on était déconnecté des écrans. C'était comme je pouvais comme ça être encore plus solitaire et me rapprocher plus de la nature en me déconnectant de toutes sortes d'écrans. Oui, c'est pour ça. Et en plus que comme c'était une course, ça allait me forcer encore de plus au niveau performance. Parce que normalement, quand je navigue, je suis contente quand le bateau est assez vite, assez rapide et assez confortable et tout est assez sécurisé. Je ne me force pas normalement de dépasser ses limites parce que si c'est pas une course, ce qui est important, c'est que le bateau ne s'abîme pas, ne s'use pas et que tout le monde à bord est en sécurité. Donc là, on allait passer à autre chose. Tu voulais prouver quelque chose ou pas en t'inscrivant à cette course-là? La seule personne à laquelle je voulais prouver quelque chose, c'était à moi-même. C'était de savoir si j'étais capable de ça, si j'étais capable d'autant de solitude, si j'allais être capable de la navigation à l'ancienne, la navigation au sextant, et si j'étais capable d'être un peu performante, de faire marcher mon bateau meilleur que j'ai jamais essayé à faire avec un autre bateau. Est-ce que tu as dû apprendre à utiliser un sextant, à naviguer avec des cartes? J'avais appris tout ça déjà avant la course.
et j'ai de temps en temps, quand je faisais des convoyages, j'ai fait un relève au sextant juste pour m'amuser, mais jamais parce que j'en avais vraiment besoin. Donc, c'était vraiment la première fois quand je me suis lancée dans cette course que j'ai vraiment éteint tout GPS. Et où il m'a fallu vraiment avoir la confiance que j'étais capable de faire ça. Mais j'avais pratiqué ça du Canada jusqu'en Afrique du Sud et l'Afrique du Sud jusqu'en France avant la course. Bon, ça va, tu savais comment utiliser ces outils-là. Est-ce qu'on a essayé de te dissuader de te lancer dans cette aventure un peu folle? Je rappelle que tu étais la seule femme inscrite, hein. Oui, non, en fait, personne, jamais, il n'y avait personne qui avait essayé à me dissuader. Et là, c'était très différent, par exemple, avec le voyage en vélo en Afrique, parce que là, tout le monde avait essayé à me dissuader. Sauf les Africains eux-mêmes. Ils trouvaient que c'était super. Mais le reste du monde, ma famille, etc., ils avaient peur, évidemment, que quelque chose allait se passer mal sur cette traversée. Donc, pour la course, c'était complètement différent. Tout le monde m'a encouragé. Préparer une course comme ça demande du temps, ça demande de l'argent. Comment est-ce que tu as fait? Oui, c'était difficile au début. En fait, c'était difficile presque jusqu'à à la Au ligne de départ? départ. Euh, Parce que j'avais pas un bateau, j'étais pas du tout connue dans le monde de la voile, surtout ce qui concernait les courses, parce que c'était la première course que j'ai fait. Et c'était pendant la pandémie. Donc, pour trouver les sous, c'était vraiment pas toujours évident. D'abord, ce que j'ai fait, c'était que j'ai emprunté assez d'argent de deux particuliers qui étaient assez enthousiasmés par ce projet pour pouvoir acheter le bateau. Et ça, c'était le premier grand pas envers ce projet parce qu'avec un bateau, j'avais un peu plus de, comment dire, crédibilité, Crédibilité. Hmm. que j'allais vraiment faire la course ou au moins que j'allais avancer envers la ligne de départ. Et après, j'avais quelques sponsors plutôt petits, je dirais, qui m'ont donné des sous. J'ai eu plein d'entreprises qui m'ont sponsoré des pièces, des équipements ou qui ont donné des grandes discounts. Et j'ai eu plein de gens particuliers qui m'ont aidé. J'ai eu un GoFundMe crowdfunding website et là, ça a rapporté beaucoup de sous. Et là, ça m'a vraiment encouragé parce que là, je me suis rendu compte que il y avait plein de monde qui voulait que j'allais réussir dans cette aventure. Après, j'ai rencontré plein de gens qui ont travaillé gratuitement sur le bateau ou qui m'ont donné un espace où travailler sur le bateau. Par exemple, j'étais dans un bâtiment chauffé au Canada, à l'île de Prince-Édouard, où j'ai jamais payé rien pour être dans cet espace. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup d'amitiés et j'ai eu vraiment beaucoup de gens qui m'ont encouragé. Ouais. Donc c'était plutôt spécial. C'est une belle solidarité autour de ce projet. Ouais, vraiment, c'était une très belle solidarité. Être la seule femme au départ de cette course folle et presque impitoyable, est-ce que ça t'a étonné? Ça m'a pas vraiment étonnée parce que j'étais déjà bien habituée au fait que on est parfois plutôt un peu seul comme femme dans cet environnement des marins, disons. Donc ça m'a vraiment pas trop, oui, étonnée. Et après, moi, j'ai pas vraiment trop pensé au fait que j'étais la seule femme. Moi, je voulais juste être là comme marin, euh, dans l'égalité avec les autres. Est-ce que tu peux nous raconter, et on va se remettre presque un an en arrière, le jour du départ? Vous êtes les 16 sur la Mhm. ligne, on est au Sable d'Olonne. Euh, Tu es dans quel état? Euh, J'étais un peu anxieuse de trouver
la ligne de pas faire une collision avec une des autres bateaux. Il y avait plein de monde autour de nous. J'étais très fatiguée, comme je crois tous les autres skippers aussi, parce que les dernières 3 semaines au Sable d'Olonne c'était un programme complet où on avait plein d'événements, les médias, le public, plein du monde tout le temps, et c'était difficile parce que on n'avait qu'une seule envie, c'était de se concentrer sur ces préparations. Et après, on avait toutes ces choses qui se passaient autour de nous qui a rendu cette seule tâche difficile, de juste faire ce qu'il fallait faire pour faire un des plus grands voyages de sa vie. Et une fois que j'ai passé la ligne de départ, c'était un énorme soulagement parce que j'ai laissé la foule derrière moi. Les autres bateaux commençaient à disparaître sur l'horizon et je me suis dit, ok, là, je suis toute seule. C'est là où j'ai voulu être. Finalement, je peux être tranquille et finalement, je peux même dormir un peu. Toi, tu parles de dormir, je pense à dormir, manger, hein, qui sont quand même les préceptes de base pour l'être humain. Je crois que tu avais embarqué quoi, 100 bocaux. Il y a un chef cuisinier qui t'avait fait 100 bocaux de nourriture. C'est ça que tu as tous rapporté, hein, j'ai entendu. Oui, c'est ça, parce que au début, c'était quelqu'un que je connaissais pas, mais il avait fait contact avec moi. Il m'avait demandé si j'avais envie de prendre quelques bocaux, des repas faits maison, biologiques, etc. Et je me suis dit, ah, c'est super, j'aimerais bien, mais je croyais qu'il allait me donner 10 bocaux. Je sais pas, mais après, il m'avait donné 100 bocaux et c'était des super repas. Et chaque bocal pesait 1 kilogramme, donc il y avait les autres qui m'ont dit, mais ça c'est beaucoup de poids. T'es Euh, folle, c'est trop de poids. oui, et moi je me suis dit, bon, mais mon bateau de toute façon déjà, s'il n'est pas chargé, il est déjà conçu d'être un bateau lourd. Donc je m'en fous un peu si je mette un peu plus de chargement. Comme ça, j'ai pris, c'est beaucoup, et c'était aussi un exemple justement de cette générosité des gens, des particuliers qui voulaient m'aider, des gens que je connaissais même pas, oui, et c'était toutes ces petites choses, ou même ça, c'était une grande chose, c'était des choses très encourageantes. Et j'ai pas oublié tous ces petits gestes quand j'étais dans la navigation, parce qu'évidemment, quand je mangeais ces bocaux-là, je pensais à la personne qui m'avait offert ça. Et quand je voyais des petits coins où on a travaillé sur le bateau, je me rappelais des gens qui m'ont aidé. Donc, tous ces gens étaient un peu avec moi dans ce voyage. Jean-Louis Leclerc, le nom du chef qui t'a concocté ces bocaux, on va le citer quand même, qui avait Uh-huh, aussi préparé les bocaux pour Jean-Luc Vandened, qui avait remporté la première édition. uh-huh. Kirsten, ça a été quoi ton émotion quand tu as passé le cap de Bonne-Espérance, le cap de la maison? C'était un peu tous les deux. J'étais très contente, pleine de joie d'y être, mais aussi j'étais triste parce que je voyais chez moi, je voyais ma famille, je voyais mes amis, je pouvais même pas passer un petit moment avec eux. Donc pour moi, c'était le checkpoint le plus dur. C'était beaucoup plus dur que Lanzarote ou Hobart, parce que là, oui, peut-être Lanzarote, j'avais même pas envie d'aller à terre parce que ça faisait même pas 2 semaines qu'on naviguait. J'avais juste envie euh, d'être seule, qu'on me laisse ma tranquillité. Mais à Cape Town, j'avais vraiment envie d'aller à terre, au moins passer quelques instants avec mes proches. Oui, mais c'était sans escale, ce tour du monde. Donc, non, C'est pas ça, donc possible. il fallait faire signe et continuer. Et en L'océan. plus, c'était un peu frustrant parce que moi, j'ai resté trop près de la terre et j'ai pas eu du vent, pas du tout. Donc, j'ai resté à la dérive toute la nuit. Et j'ai voulu continuer parce que je savais que Tapio était juste derrière moi, mais là, il était devant moi parce que je le voyais plus. Donc, il était parti. Peut-être il s'est éloigné de la terre, il a trouvé du vent, il a continué. Moi, j'ai resté coincé. Mais ce qui était très joli, c'était que j'avais des baleines de bosse autour de moi toute la nuit pendant que j'étais à la dérive. Ils étaient vraiment très près du bateau. Si près que si vraiment j'allais mettre mes mains dans l'eau, j'aurais presque pu les toucher. Et ça, c'était quand même très spécial. Et c'était un moment où il m'a fallu dire
mais profite de ce moment parce que Mhm. c'est très, très privilégié d'être là. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui ont la possibilité de voir ça. Et en plus, c'était la lune pleine. C'était une nuit de magique, quoi. C'est ça les moments de plénitude quand on est seul en mer? Oui, je crois oui. Si on peut se déconnecter encore plus, pas juste des écrans qu'on a dans sa vie quotidienne, mais même des attentes des autres et de ses propres attentes. Parce que moi, mon but, c'était d'essayer de gagner. Mais dans ce moment-là, il m'a fallu dire, mais arrête de penser à la course. C'est pas que la course qui est importante. L'important, c'est aussi d'être en mer et ça, c'est même plus important de gagner et de la course. Kirsten, il y a un moment fort dans ce tour du monde, il y a un sauvetage. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'était juste peut-être 500 000 nautiques après la côte sud-africaine que j'avais reçu un message par satellite pour dire que le bateau de Tapio Lehtinen avait coulu et que lui, il était dans son radeau de sauvetage et que j'étais la plus proche au monde de lui dans ce moment-là. Et évidemment, dans ce moment-là, j'avais qu'une seule envie et ça, c'était d'aller lui aider. Vite le Euh, chercher. oui. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai mis autant de toiles que j'ai pu. J'ai passé toute la nuit à la barre et le lendemain, je l'ai trouvé. Quel soulagement. Oui, c'était un énorme soulagement. Mais en même temps, je dois dire que grâce à lui, je savais tout le temps qu'il allait bien. Parce que lui, il a envoyé des messages aux organisateurs pour lui dire qu'il allait bien. Et ça, c'était déjà super pour moi. Mais je savais quand même pas dans quel état d'esprit il allait être quand j'allais le trouver. Et ça m'a impressionné. C'était une leçon, comment lui, il était positif. Il avait rigolé, il avait blagué. Il était super content de me voir. C'était pas comme quelqu'un qui était dans la dépression parce qu'il venait de voir couler son bateau et de perdre tout ce qu'il était sur ce bateau et de ne plus pouvoir continuer dans la course. Donc c'est une personne très, très positive. Kirsten, dans cet océan Indien, tu vas passer en tête, mais alors je crois que tu ne le sais même pas. Non, je le savais pas. Je savais que j'avais une fois que j'ai passé ces limites sud, la zone interdite où on n'a pas le droit d'aller au sud. Quand j'avais Ouais. passé cette zone et j'avais le droit de descendre vers le sud, je savais que j'avais trouvé des bons vents. Et là, j'étais très positive. Euh, mais Simon Kerwin avait resté devant moi pendant tout ce temps malgré tout. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute pendant ces 235 jours? Euh, les plus grands moments de doute étaient quand j'ai resté coincé dans le poteau noir en remontant l'Atlantique. Parce que là, j'étais très frustrée. Je commençais à devenir plutôt négative. Je ne croyais plus que j'avais aucune possibilité de gagner, etc. Et là, mentalement, c'était le plus dur. C'était pendant ces moments-là, parfois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi suis-je là? Par contre, c'était très différent quand j'étais dans des tempêtes, disons. Parce que là, c'était, on voyait un peu la force de la nature. On remarquait, pour moi, je remarquais que mon bateau allait bien, qu'il est resté sous contrôle. Et en fait, c'était des moments assez énergétiques en comparaison avec la pétrole. C'était la pétrole qui était absolument la plus dure pour moi. Jean-Luc Vandened, il dit que pour faire cette course-là, il faut avoir un mental très très fort. Il dit que tu es une femme avec un mental très très fort. Il vient d'où ce mental très très fort? Euh, je sais pas, c'est que une fois que je me suis lancée dans quelque chose, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. J'ai pas envie de quitter. Euh,
Et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut apprendre, quelque chose à laquelle on peut s'habituer. Parce qu'au début, par exemple, quand j'ai quitté la maison quand j'avais 18 ans, j'ai eu des moments difficiles où c'était dur d'être seul, de ne pas vraiment savoir d'un jour ou l'autre où on allait être, où on allait trouver un peu de travail pour faire quelques sous, etc. Mais je me suis habituée à cela et j'ai même commencé à aimer ça. Euh, Aimer être dans l'aventure où on ne sait vraiment pas comment ça va continuer, qu'est-ce qui va arriver demain. Et quand j'ai eu ces moments de doute, même par exemple quand j'étais à Gibraltar, je regardais l'Afrique, je voyais les montagnes là de Atlas, et je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il me faut traverser le Sahara, les jungles, tous ces obstacles entre moi là tout de suite et l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est même faisable? Et là je me suis dit non, il faut pas penser à la fin, juste continuer jusqu'à demain et voir qu'est-ce que la journée neuve va donner. Et c'est toujours cette pensée-là, je me suis toujours rappelé à ça. Donc, quand il m'a semblé que c'était trop dur, je me suis dit non, mais continue juste encore à demain et après tu verras. Quand on passe 235 jours, hein, on le rappelle, ça fait presque 8 mois, seul en mer. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi? Est-ce que parfois on en a marre de soi puisqu'on est tout seul avec soi? Oui, c'est sûr. Parfois, on a marre de soi-même, surtout quand j'étais négative, par exemple, dans le poteau noir. Ça m'a énervé, même que j'étais si négative. Je me suis dit, t'es vraiment négative, t'es insupportable de vivre avec toi quand tu es comme ça. Donc c'est sûr. Et ce que j'ai appris sur moi, je sais même pas si c'est quelque chose que je sais déjà. Parce que je crois qu'on apprend plein de choses, mais c'est subtil. C'est pas des choses qu'on apprend d'un seul coup comme ça. Et ce qui est beau, je trouve, d'une expérience comme ça, c'est, je crois qu'on continue à apprendre, même des années après, de cette expérience qu'on a fait. C'est pas quelque chose euh, qui arrête avec l'aventure elle-même. C'est des choses qui restent en toi pour le reste de ta vie. Pour la vie. À 7000 de l'arrivée, après donc ce tour du monde, tu n'as aucune idée de ta position. Et en fait, il y a un bateau qui vient à ta rencontre et qui te dit « Tu es la première ». Et on est le fameux 27 avril, justement. Mm-hmm. Alors moi, rien que de te le raconter, et pourtant je n'étais pas à bord de ton bateau, hein, il y a beaucoup d'émotions quand j'y pense. Ça a été quoi ce moment-là? C'était surtout peut-être le moment le plus fort de ma vie. Ce moment de savoir que j'avais gagné, justement que c'était Freedom Day en Afrique du Sud, que je commençais à voir des gens qui venaient dans les zodiacs vers moi pour me rencontrer, pour me la souhaiter la bienvenue, et de voir des amis, de voir ma mère. Heureusement, c'était une arrivée très douce parce que j'avais plus de vent. Donc, les derniers 7000 là, j'ai fait à la dérive et ça durait des heures et des heures. Parce que dans ce moment-là, c'était peut-être un peu frustrant, mais je pouvais même pas être frustrée parce que l'ambiance autour de moi était si incroyable. L'accueil était si chaleureux. J'étais si plein de joie dans ce moment-là que c'était une énorme bonheur. Ouais. Quelle est l'impression, Kirsten, qu'on ressent d'être appelé sur scène? Il y a les images qui existent. D'être appelé sur scène pour la remise des prix, d'être appelé en vainqueur, et quand même de se dire qu'on est la première femme à avoir gagné un tour du monde par les 3 caps à la voile en solitaire. Oui,
déjà d'avoir gagné, c'était pour moi le plus important parce que c'était ce que j'ai voulu faire. Je ne m'avais pas inscrite dans cette course juste pour faire le tour du monde et pour finir la course, mais vraiment pour essayer de gagner. Donc, ça, c'était le plus fort. Et moi, j'ai jamais trop pensé au fait d'être une femme. Évidemment, c'était là, mais je voulais pas être dans une catégorie propre aux femmes. Je voulais être là comme tous les autres. Et j'y étais là comme tous les autres. Et pour moi, c'était ça ce qui était le plus important. Qu'on me voyait comme marin, pas comme femme marin. Euh, et oui, après, oui, ça reste le fait que je suis une femme. Donc, si ça représente quelque chose pour les autres femmes ou si ça inspire les autres femmes aussi, eux, à faire ce qu'elles veulent, elles, de réaliser leurs rêves, même si c'est un milieu plutôt masculin, tant mieux. Quel message as-tu reçu, Kirsten, après cet exploit? Les messages les plus marquants que tu aies pu recevoir, est-ce que tu as le droit de nous en dévoiler quelques-uns? Oui, j'ai reçu beaucoup de messages très encourageants et ça m'a même étonnée parce que je m'y attendais pas d'avoir autant de gens qui avaient suivi cette course. Mais le message le plus marquant, c'est difficile à dire parce qu'il y avait autant et je peux pas forcément dire qu'un message était plus important que les autres. Mais je crois qu'un des plus importants messages que j'ai reçu plusieurs fois, c'était que j'ai fait rêver aux autres. Et ça, pour moi, c'est fort parce que il y avait des autres gens qui m'ont fait rêver à moi et qui m'ont inspiré aussi à moi à poursuivre mes rêves. Donc, si j'ai pu faire ça pour des autres, même s'ils pouvaient être avec moi sur ce voyage en suivant le voyage de loin, ou si ça leur inspire à rêver et poursuivre leurs rêves, ça c'est le plus fort pour moi. Quand tu parles de personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont fait rêver, tu parles de qui? Déjà les explorateurs d'autres fois comme Shackleton et Scott et tous ces gens qui sont allés découvrir l'Antarctique et les autres latitudes, ça m'a déjà fait rêver. Ça m'a fait rêver d'y aller moi aussi un jour et c'est justement pourquoi j'ai essayé de trouver un bateau de charter qui allait en Antarctique. Mais après, il y avait des autres gens aussi comme Bernard Moitessier. Il m'a beaucoup fait rêver. C'était peut-être celui qui m'a inspiré le plus de m'inscrire dans la Golden Globe Course. Mais il y avait aussi évidemment des femmes qui m'ont fait rêver comme Ellen MacArthur et Catherine Chabot. Les premières femmes qui ont fait le Vendée Globe, j'avais lu leurs livres et c'était inspirant. Oui, donc il y avait pas mal de ces gens du passé qui m'ont fait rêver. Tu parles de Catherine Chabot, tu parles d'Hélène MacArthur, on pense évidemment aussi à Isabelle Autissier. Mm-hmm. Tu as fait ce tour du monde que tu as gagné. J'imagine que la question t'a été posée 2700 fois. Est-ce que du coup, le Vendée Globe est dans un coin de ta tête? Peut-être un petit peu justement parce qu'on m'a demandé ça. À force. Mais après, je sais pas, je dirais jamais non. Mais c'est pas la première chose que je veux essayer là parce que c'est si différent que la Golden Globe Course. Déjà au niveau de budget, c'est très différent. Au niveau de performance, c'est très différent. Et moi, je ne suis pas une coureuse professionnelle. C'est la première fois que j'ai fait une course quand j'ai fait la Golden Globe Race. Donc, je sais même pas si je serais si bien en Vendée Globe. Pour la Golden Globe Race, c'était des espèces des genres de bateaux que je connaissais très bien. Et c'était le fait que c'était l'aventure et l'inconnu qui m'avait vraiment attiré. C'était le low tech et le fait qu'on avait le droit de éteindre et même pas juste éteindre, on n'avait même pas le droit d'avoir des écrans à bord, ce qui m'a attiré le plus de cette course. Donc je dirais pas non. Déjà si j'avais la possibilité de faire une petite sortie sur une IMOCA, ça me plairait beaucoup.
Et peut-être si je fais ça, ça va me plaire à ce point-là que je veux essayer à faire un Vendée Globe, mais après, je sais pas. Bon, on verra. En tout cas, s'il y a des skippers d'IMOCA qui nous écoutent, voilà, qu'ils t'invitent à venir faire un petit tour sur leur IMOCA, au moins que tu y goûtes un petit peu. Kirsten, est-ce que c'est facile de revenir sur Terre après cette incroyable aventure? C'est pas toujours facile parce que déjà c'était un projet qui a duré assez longtemps. Je me suis inscrite à la fin de 2019 et donc c'était presque un projet de 3 ans et demi, presque 4 ans, et ça arrête d'un seul coup. On passe la ligne d'arrivée et c'est la fin de l'aventure, la fin d'un projet où on s'est vraiment investi dans ce projet, de soi-même, de son temps, de ses au niveau finances, au niveau énergie, tous. Pendant tous ces ans, j'ai pensé tous les jours, toute la journée, juste à ce projet. Donc ça devient une façon de vivre, et une fois que c'est fini, c'est fini. Et c'est pas toujours facile à savoir, mais quoi faire après, comment gérer la réussite même, parce que c'est super, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent venir envers moi, mais il faut savoir aussi mais comment je veux continuer, et ça c'est pas toujours évident. Y a-t-il des personnes qui t'aident justement à réfléchir à ça et à choisir correctement? Il y a beaucoup de gens qui me donnent leur avis de comment ils pensent que je devrais continuer. Mais après, il faut surtout faire ce qui est important pour soi-même, parce qu'il y a aussi un peu les attentes des autres. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi maintenant? Il y a peut-être ceux qui attendent que je fasse un Vendée Globe. Mais après, je dois chercher en moi-même, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Après, je dirais pas non, parce que je veux aussi explorer un peu toutes les opportunités, aussi aller vers les rencontres des autres gens, aller aux endroits où les gens m'ont invité de venir pour partager cette aventure. Mais je crois que ce qui est important pour moi, c'est de prendre un peu de temps de réfléchir, de digérer l'expérience avant que je me lance dans quelque chose d'autre. Merci beaucoup, Kirsten Neschaffer, d'avoir été l'invitée de Navigante. C'était passionnant. On s'est donné rendez-vous assez tôt, mais c'était une merveilleuse façon de commencer la journée. Oui, merci, pour moi aussi. Et bravo pour ce français parfait. Ça vient d'où d'ailleurs, ce français parfait? Parce qu'on est assez impressionné de ta capacité à plus d'1 heure à parler en français sans aucun souci. Parfois, j'ai quelques petits soucis où j'arrive pas à trouver les mots, mais merci beaucoup pour pouvoir pratiquer là. J'ai appris à l'école, mais vraiment appris à pratiquer en Afrique, nord-ouest et centrale. Merci beaucoup, Kirsten. On te laisse te ressourcer dans ta belle Afrique du Sud, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc. Merci beaucoup, Hélène, et bonne journée encore à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.